Cette équipe-là est un organisme à but non lucratif qui compte les membres des trois associations de volailles et avec l'AQUINAC pour les meuniers, les courriers du Québec et l'Association des abattoirs. Donc, c'est un regroupement qui a été monté il y a maintenant, depuis 2005, je me souviens bien, dans le but de contrôler les maladies. Puis la mission de l'ECMA, c'était pour travailler. Ça venait après un épisode qu'il y avait eu en Colombie-Britannique, le premier épisode d'influenza aviaire. Il y avait un besoin qu'il y ait un partage de l'information et une organisation qui soit faite entre l'industrie et les différents niveaux gouvernementaux pour s'assurer que lorsqu'il y a un épisode de maladie quelconque, qu'il y a un consensus entre les membres de l'industrie, mais aussi un travail rapproché avec les paliers gouvernement pour que rapidement l'intervention se mette en place et qu'on limite les impacts sur la filière. Donc, c'est le but de l'ECMA, puis c'est pour ça qu'il y a des protocoles qui sont montés dans ce sens-là. Donc, les protocoles comme tels, il y avait eu une première version en 2009. Puis là, on a revu ces protocoles-là en entier. Donc, c'était fait avec tous les intervenants du secteur. Donc, chacune des organisations avait des membres sur des comités. Puis là, comme disait Nathalie, c'est qu'au départ, on avait deux niveaux de biosécurité, donc les mesures en situation courante et les mesures en situation d'urgence sanitaire. Là, il y a eu une demande pour avoir un code intermédiaire, un niveau intermédiaire qui nous permettait d'augmenter la biosécurité dans la situation particulière, là, comme on va voir tantôt. Donc, ces protocoles-là sont inclus dans un plan de mesure d'urgence, donc ce qui permet d'être déployé, de contrôler justement des épisodes comme l'influenza aviaire comme on vit là. Donc, c'est un des éléments. Puis, comme je disais, tous les partenaires de l'ECMA sont impliqués, mais aussi les partenaires gouvernementaux, autant au niveau fédéral avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la partie là, provinciale au niveau du MAPAC. Donc, on voit ici là, les logos de chacun de ces organisations-là. Donc, lorsqu'on a fait le montage de ces protocoles-là, on le fait, premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces protocoles-là sont des recommandations. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est vraiment volontaire. Ça aide, le but, c'est de proposer des mesures qui aident les gens qui sont impliqués dans des problèmes où que la maladie s'est installée pour qu'ils puissent trouver les solutions et les mesures à mettre en place. Donc, c'est la première chose. Donc, ça aide à prévenir puis à gérer les maladies. Donc, sont basés, tout ce qui sont dans ces protocoles-là respectent la biosécurité et puis les programmes de biosécurité et de salubrité à la ferme de chacun des offices. Donc, ça respecte ce que vous avez dans vos programmes de santé à la ferme. Par contre, on peut aller au-delà de ces programmes-là. Puisque c'est basé sur les normes canadiennes de biosécurité du gouvernement du Canada. Donc, il y a beaucoup de ces mesures-là qui sont issues de cette norme-là. Puis, il y a d'autres mesures, surtout dans le protocole d'urgence, dans le code orange, où on a été chercher des mesures au niveau de l'intervention de l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans leur politique sur l'autorisation des contrôles de déplacement. Donc, lorsque les cas de maladies comme la grippe aviaire, quelqu'un vous demande des permis, on est allé dans ces permis-là, puis on s'est assuré d'être en ligne, de bien bien s'harmoniser avec ces règlements-là. Donc, de cette première présentation-là, on va revoir les maladies qui sont ciblées, les étapes de contrôle des maladies déclarables. Donc, on a décrit quelles sont les étapes pour que les gens puissent bien s'en rappeler lorsque ça arrive.
On a établi les zones de biosécurité qui sont sur le site de production tel qu'on les connaît. Donc, on a travaillé à ce que ça soit bien imagé et bien défini. Ensuite de ça, je vais vous amener des définitions qu'on a inclus, quelques définitions qui fait que après ça, pour l'interprétation des protocoles, c'est beaucoup plus facile. Puis ensuite de ça, on va repasser les 3 niveaux de sécurité, puis les 6 clientèles sur lesquelles on a développé des protocoles. Donc, les maladies qui sont ciblées. Donc, l'ECMA, donc 2 maladies d'importance que l'ECMA va s'impliquer avec l'industrie c'est la laryngotrachéite infectieuse et la mycoplasmose à Mycoplasma gallicipicum. Donc, ces 2 maladies-là ne sont pas incluses dans les interventions gouvernementales. Par contre, l'industrie a souhaité que ces maladies-là soient bien contraintes et rapidement limitées. Donc, l'ECMA va à ce moment-là intervenir avec les offices et les partenaires pour éliminer toute présence de cette maladie-là dans le secteur commercial. Ensuite de ça, il y a 4 maladies qui sont déclarables de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dont l'influenza aviaire fait partie. Donc, on a les hautement pathogènes, comme on vit présentement, mais il y a eu aussi des cas de faiblement pathogènes, comme qu'il y a eu là, cet automne sur la rive sud. Donc, ces 2 niveaux-là sont inclus dans les maladies déclarables, mais il y a aussi les maladies comme la maladie de Newcastle sous sa forme virulente et 2 types de salmonelle qui sont la typhose et la pylorose, qui sont des maladies déclarables. Donc, ça fait partie des maladies qui vont être inclus ou qui vont être visées par ces protocoles-là. Ici, donc, dans les protocoles, vous allez voir les 3 étapes d'intervention pour une maladie déclarable. Donc, la première, c'est la déclaration, donc, qui revient soit au producteur, à un vétérinaire ou au laboratoire. Puis, différents niveaux de déclaration. Donc, pour le producteur, on va avoir la déclaration à l'ECMA ou à son office et à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est des déclarations obligatoires. Puis, au niveau des laboratoires et des vétérinaires, bien, il y a un niveau aussi de déclaration au niveau du MAPAC pour s'assurer d'avoir un contrôle sur ces maladies-là au niveau provincial. Ensuite, en deuxième étape, une fois que la déclaration a été faite, l'ECMA va mettre en place son plan d'intervention. Donc, puis là, on décrit, entre autres, les étapes où ce que vous recevez des communiqués. Et on met en place une zone à risque préliminaire avant que l'Agence canadienne puisse elle-même définir une zone de contrôle primaire. Donc, ça fait partie là, de cet endroit-là, de cette deuxième étape. Puis aussi, à ce moment-là, un partage d'informations des sites qui sont dans les zones avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et des offices pour que l'intervention se fasse le rondement et avec l'industrie. Et puis en troisième étape, l'Agence canadienne va intervenir dans la mise en place de ces zones, la mise en place de la surveillance. Ensuite de ça, ils vont aussi arriver avec l'ordonnance de dépeuplement et d'élimination. Et ensuite de ça, s'assurer que les sites sont nettoyés, désinfectés. Ça se fait tout conjointement avec l'industrie que l'ECMA représente là, à ce point-là. Donc, vous retrouvez dans le protocole, dans les instructions générales, vous trouvez tout ce processus-là. Ensuite de ça, on s'est efforcé de bien redécrire les zones que vous connaissez, donc les zones d'accès contrôlé, les zones d'accès restreint. Donc, l'accès contrôlé qui est la cour, l'accès restreint qui est le poulailler. Donc, on a pris des schémas qui existaient déjà avec les normes nationales, puis on en a fait des modèles pour que les gens comprennent bien ces principes-là. Comme vous voyez aussi, à chacune de ces zones-là, il y a des points d'accès contrôlés. Donc ces zones-là devraient être bien définies puis avoir des points où les gens puissent
reconnaître clairement où ce qu'il faut ils peuvent accéder à ces zones-là. Puis, ce qu'on voit en blanc ici, c'est la zone de transition. Donc, une fois passé le point d'accès contrôlé pour arriver au ployer ou la zone d'accès restreinte, et on peut mettre en place des zones de transition hein, qui fait que le personnel peut bien s'introduire en minimisant les risques de contamination. Donc, on a aussi fait un schéma qui vient décrire les étapes au niveau des zones de transition. Donc, on a fait ici des zones de transition peuvent être à 2 ou à 3 espaces. Les 3 espaces permettant encore une meilleure amène une meilleure possibilité d'éviter les contaminations. Et dans chacun de ces zones-là, on a placé les éléments qui permettent au personnel de cheminer à travers la zone de transition, puis d'éviter d'amener des contaminations d'un endroit à l'autre. Donc, on va voir tantôt dans le protocole vert plus spécifiquement ces éléments-là. Mais on peut commencer par les espaces. Dans cette zone-là, on a un espace extérieur et un espace intérieur. Donc, l'espace extérieur, c'est celle qui est accolée à la partie de la zone d'accès contrôlée. Donc, ce qu'on appelle souvent contaminé, puisque c'est parti de là qu'on peut avoir l'introduction des pathogènes qu'on contrôle. Puis l'espace intérieur est considéré propre puisqu'elle représente plutôt le statut de l'élevage qui est en cours. Donc, comme vous dites tantôt, puis je finis avec l'espace intermédiaire. Donc, si on y va avec une zone de transition à 3 espaces, on peut y aller avec une zone intermédiaire qui permet à ce moment-là d'avoir un espace de décontamination qui est plus défini, qui va faire qu'on a moins de chances de faire des risques, de faire des erreurs dans notre habillage et déshabillage. Donc, comme je disais tantôt, on va voir ça mieux, plus en détail dans le protocole vert. Ensuite de ça, il y a des définitions. Donc, pour s'assurer de ne pas avoir trop de répétitions, pour qu'on sait de quoi qu'on parle, on a défini 6 éléments. Donc, le premier, c'est les équipements de protection individuelle. Donc, lorsqu'on parle d'équipements de protection individuelle, donc on parle de survêtements, de couvre-chaussures, de bonnets, de gants. Donc, c'est ce qu'on appelle un EPI. Ensuite de ça, au niveau des visites, il y a 3 types de visites qu'on va utiliser. Donc, les visites essentielles, non essentielles et urgentes. Les visites essentielles, donc, c'est toutes les visites qui permettent de la production. Donc, une livraison de moulées, une livraison d'oiseaux, de gaz, du personnel technique ou vétérinaire, donc qui nous permettent de maintenir les opérations. Les visites non essentielles, c'est plutôt des gens qui viendraient pour juste voir, hein, donc des gens de la famille qui ne travaillent pas sur le site ou du personnel des ventes qui viennent nous solliciter. Donc, font partie, eux, des visites non urgentes, non essentielles plutôt. Et j'arrive à la visite urgente. Les visites urgentes, finalement, on parle essentiellement de visites qui ont rapport à la santé du travailleur. Donc, quelqu'un qui serait blessé, donc, et puis on ferait venir les paramédicaux. Donc, ça ferait partie des visites urgentes ou encore une visite qui amènerait un problème de bien-être animal. Donc, on fait venir un vétérinaire, par exemple, ou il manque de gaz parce qu'il fait froid ou on manque d'électricité. Ça fait partie des visites urgentes. Ensuite de ça, au niveau des sites de production, on va décrire des sites suspects et des sites liés. Donc, les sites suspects, c'est quelqu'un qui a déclaré une maladie parce qu'il suspecte que cette maladie-là est présente avant qu'il y ait confirmation par le laboratoire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va dire que le site de production est suspect jusqu'à temps qu'on ait les tests de laboratoire reconnus pour le déclarer positif. Puis, ensuite de ça, il y a les sites liés. Donc, c'est tous les sites qui ont des échanges réguliers
d'animaux, d'équipements, de personnel avec le site suspect. Donc, on les appelle le site lié. Puis les sites liés, habituellement, ont un risque qui s'apparente au site suspect. Donc, c'est important de bien se souvenir de ces définitions-là. Comme ça, la consultation des protocoles est beaucoup plus facile. Au niveau des protocoles, vous avez possiblement vu les formats de protocoles qu'on a produits. Vous avez ici des exemples pour chacun des protocoles. Donc, vous voyez, ils ont des couleurs qui sont définies pour bien les identifier. Pour chacun des trois niveaux de biosécurité, donc le vert, le jaune et le orange. On a mis aussi des icônes spécifiques aux clientèles. Donc, pour le producteur, on a mis un poulailler. Vous voyez que le visiteur, on a une personne, un véhicule de service, puis on a trois autres clientèles que je vais vous présenter à la prochaine diapositive. Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'à chacun des intertitres, qu'on appelle ici, donc les titres ici, qu'on appelle, donc ces intertitres-là, on a mis aussi des icônes pour s'assurer que les gens puissent se retrouver rapidement dans la section dans laquelle ils sont rendus. Donc, on a essayé de rendre ça le plus intuitif possible au lecteur. Donc, si on arrive au niveau de biosécurité, on a une définition à quel moment qu'on applique ces protocoles-là. Donc, si on y va brièvement au niveau du vert, qui est en situation courante, c'est une biosécurité qu'on propose en tout temps. Donc c'est une biosécurité du jour le jour. Ensuite de ça, le niveau de vigilance. Donc, l'idée de départ, c'était dans les périodes ou dans les sites de production qui a des risques de contagion de maladies, il est augmenté. Donc, il y a plus d'oiseaux sauvages. On est en période où il y a de la chasse. Donc, c'est ce genre de situation-là. Donc, on va y arriver, mais qu'on arrive à ces protocoles-là. Finalement, il y a la situation d'urgence où là, il y a une maladie déclarable. Donc, le protocole orange est vraiment lié à la présence de maladies déclarables, puis on ne l'utilise pas dans d'autres situations. Les 6 clientèles, donc on a ce qu'on a appelé les producteurs et les employés au site de production. Donc, sur le site de production, qu'est-ce qui devrait être appliqué. Ensuite de ça, donc, ces protocoles-là sont la base de tous les autres protocoles. Donc, le site de production est le lieu où les zones sont impliquées. Puis les mesures qu'on a décrites sont liées aux zones d'accès contrôlé et les zones d'accès restreint. Donc, tous les autres protocoles vont être décrits pour les autres intervenants, donc le visiteur, les véhicules, donc les véhicules de service, les livreurs de poussins et de dindonneaux, les transporteurs de volailles qui sont destinés à l'abattage et les transporteurs d'œufs. Donc, puis pour chacun de ces protocoles-là, je vais y arriver à l'autre diapositive. Il y a 2 de ces protocoles-là qui, on a ajouté des protocoles de nettoyage des véhicules. Donc, ça aussi, je vais y arriver tantôt. Donc, c'est pour les véhicules de service et les livreurs de poussins de dindonneaux. Donc, puis, si je reviens aux clientèles, donc pour chacune de ces clientèles-là, on a décrit qui était la clientèle et un exemple de qui est visé à ce moment-là. Donc, puis lorsqu'on a décrit ça, on décrit aussi à quelle zone cette clientèle-là devrait avoir accès. Donc, par exemple, pour le producteur, en tout temps, il y a accès à la cour, donc à la zone d'accès contrôlé, et au ployer, à la zone d'accès restreint. Et la même chose pour le visiteur. Par contre, pour les véhicules de service, ils vont avoir accès à la cour, mais ils vont avoir des accès qui vont être interdites ou restreintes au poulailler selon qu'on parle d'un livreur de matériel, de poussins ou de volailles ou des œufs. Donc, ici, donc, on va avoir cette description-là. En passant, pour ce qui est du visiteur, donc, qu'est-ce qui est compris dans le visiteur? Donc, il y a les médecins vétérinaires, les conseillers techniques, les auditeurs, les exterminateurs, tout ce qui est personnel d'entretien, mais aussi les équipes de travail
comme les personnes qui font le transfert, la vaccination, l'insémination. Mais on inclut aussi le personnel qui font de la capture de volailles pour l'abattage, mais lorsque cette capture-là est partielle. Donc, vous comprenez finalement qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui interviennent dans un poulailler où il y a de la volaille qui va rester suite à leur intervention, mais à ce moment-là, on demande qu'ils appliquent le protocole de biosécurité des visiteurs. Donc, c'est un aperçu, là, un survol de ces clientèles-là. Finalement, si on arrive au protocole de biosécurité, donc on a celui des producteurs, des employés, on a 5 intertitres. Vous voyez ici les icônes qu'on retrouve dans le vert. Donc, on va avoir l'accès des véhicules à la cour, l'accès des personnes aux employés. Ensuite de ça, on va parler des véhicules, des équipements d'un site de production, la gestion des différents intrants, l'eau, les aliments, la litière, le fumier, les cadavres, les déchets d'œufs et les ordures. Puis finalement, on va parler du redressage du véhicule. Lorsqu'on va arriver dans le jaune, on va venir reparler ou ajouter des éléments au niveau de l'accès des personnes employées et au niveau de la gestion de certains éléments, hein, comme le fumier, les cadavres et les ordures. Puis finalement, on a ajouté un intertitre qui est des mesures de biosécurité qui sont liées à la présence d'oiseaux sauvages. Donc, ça, c'est tout ce qui a rapport aux producteurs. Ensuite de ça, on a, pour les 5 autres clientèles, on a 3 intertitres. Donc, premièrement, on a des mesures par rapport à la visite, comment se préparer à la visite au site de production. Ensuite de ça, quelles sont les mesures quand on accède à la cour, quelles sont les mesures lorsqu'on accède au employé. Et on a ces mêmes intertitres-là dans le vert et dans le jaune. Par contre, on va arriver avec des mesures un peu plus restrictives au niveau du jaune que du vert. Finalement, pour ce qui est des protocoles de biosécurité d'urgence, donc le orange, on va encore là, on va avoir des intertitres spécifiques pour le producteur et d'autres pour les clientèles des services. Donc, donc on va avoir 3 de ces intertitres-là qui sont les mêmes pour les 6 clientèles. Donc, premièrement, comment se préparer à entrer dans un site de production agricole qui est situé dans une zone ou comment y circuler. Ensuite de ça, comment accéder au site de production qui est suspect ou tous les sites qui sont liés au site suspect. Ensuite de ça, on va avoir un autre onglet où lorsque c'est tous les sites qui sont non suspects. Donc, on va avoir des mesures particulières pour des sites qui sont dans la zone, mais qui sont non suspects. Finalement, pour ce qui est des 5 clientèles, on va ajouter des mesures de préparation pour aller dans les zones à risque préliminaire, puis aussi des mesures particulières, là, comment accéder à la cour, puis au poulailler. Ensuite de ça, je vous présente brièvement les protocoles de nettoyage, lavage, désinfection, séchage. Donc, on a dit qu'il y en avait un pour les véhicules de service, un pour les livreurs de poussins et de dindonneaux. Donc, on a développé ces protocoles-là. Donc, premièrement, il y a une première partie qui vient de parler en général des procédures des préparatifs à avoir pour faire ces mesures-là. Donc, on parle entre autres de comment développer un endroit pour bien laver et sans se recontaminer. Puis, on va ensuite décrire les procédures autant pour les véhicules de service que pour les poussins. Et pour les poussins, bien, on a ajouté des étapes là, pour l'intérieur de la boîte de poussins. Vous allez retrouver dans chacun des protocoles ces petits bonhommes-là, finalement, qui viennent illustrer là, qu'est-ce qu'on propose comme habillement là, pour les équipements de protection individuelle. Même chose pour le protocole de nettoyage, lavage, désinfection et séchage. Puis finalement, tous ces protocoles-là, ils sont disponibles en version imprimée, mais sont aussi toujours accessibles là, au ecma.ca sous l'onglet biosécurité. Donc, vous pouvez accéder rapidement et facilement là, à tous les protocoles.
Donc, évidemment, aujourd'hui, on va ne voir que les producteurs. Déjà, on a pas mal de matériel. Donc, on va essayer de vous résumer ça, que vous ayez une idée d'ensemble là, des protocoles. Donc, ça, c'était notre